Le professeur Sadron, directeur de l'Institut de recherche macromoléculaire de Strasbourg, de passage à Paris, nous a rendu visite et il est accompagné de son collaborateur, le docteur Pierre Douzou. Les macromolécules, les très grosses molécules, sont au procédéum de l'actualité en matière scientifique. On s'est aperçu que ces structures étaient identiques, qu'elles s'appliquent à la matière inerte ou qu'elles s'appliquent à la vie. C'est là un point qui donne à rêver et qui donne surtout beaucoup à penser et qui attise le désir de savoir. Professeur Sadron, dites-nous ce qu'il faut penser de ces choses. Bien, je pense que c'est une caractéristique de notre époque que d'avoir vu naître l'étude des molécules géantes, ou encore, comme on les appelle d'un mot plus prétentieux, les macromolécules. Ces macromolécules ont ceci de particulier, comme leur nom l'indique, d'être constituées par des ensembles d'atomes infiniment plus grands que ceux qui constituaient les molécules classiques dont l'étude a bercé notre enfance. Vous savez que toute matière est constituée par un assemblage de petits êtres extrêmement petits qui ont des dimensions de l'ordre de grandeur de quelques 100 millionièmes de centimètres, quelques angstroms comme l'on dit en termes techniques. Et on peut dire que jusqu'en 1925-1930, l'étude de la matière micromoléculaire avait été la seule qui eût été à peu près entreprise. Et puis, il a fallu les travaux de Staudinger et de son école, Staudinger qui d'ailleurs a eu récemment le prix Nobel pour ses beaux travaux sur les macromolécules, pour que l'on s'aperçût qu'après tout, il était possible d'accrocher les uns aux autres des groupes d'atomes, et cela d'une manière pratiquement indéfinie, de telle sorte qu'une vraie molécule peut contenir un nombre d'atomes tellement grand qu'après tout, on pourrait l'avoir à l'œil nu. Pourriez-vous, professeur, donner un ordre de grandeur? Eh bien, voyez, par exemple, un beau solitaire constitué par un cristal unique de diamant peut être considéré comme une macromolécule unique. Elle est palpable, elle est visible, enfin, à certains d'entre nous tout au moins. Il y a également les morceaux pneumatiques. Un morceau pneumatique est en somme quelque chose comme une macromolécule. Mais d'une façon beaucoup plus générale, on peut dire que le domaine des macromolécules commence lorsque ces petits êtres ont des dimensions de l'ordre, mettons, d'une centaine d'angstroms et vont jusqu'à des dimensions qui sont à peu près celles où on peut discerner des détails à l'aide d'un très bon microscope optique. Ce qui est grand dans le domaine de l'infiniment petit. Et alors, dans tout ce domaine, vous avez des édifices, comme l'on dit, des édifices moléculaires, qui ont des dimensions qui vont donc de la centaine d'angstroms à quelques milliers d'angstroms, ce qui représente des masses moléculaires qui vont de l'ordre de 1000 environ jusqu'à l'ordre de quelques millions, même de plusieurs millions comme les acides nucléiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la complexité de ces grosses molécules donne à la matière qu'elle compose des propriétés toutes particulières. En particulier, puisque ces macromolécules sont constituées par un très grand nombre de groupes moléculaires plus petits, la nature chimique de ces groupes moléculaires peut être différente, de telle sorte qu'une même macromolécule peut avoir des fonctions chimiques extrêmement nuancées, extrêmement diverses. Tandis qu'une toute petite molécule, les petites molécules vulgaires de notre enfance, n'ont en général qu'une ou deux fonctions chimiques différentes, et cela n'est pas très difficile à étudier. En somme, une grosse molécule, c'est une usine qui comporte plusieurs laboratoires. Exactement, n'est-ce pas? Et des laboratoires de fonctions différentes, bien entendu. Et un type particulier de ces macromolécules est très important, c'est celui qui est constitué par un enchaînement de groupes moléculaires accrochés les uns au bout des autres, successivement, un peu comme des perles d'un chapelet. De telle sorte que votre macromolécule est un très long filament, mettons que si on pense que son épaisseur est celle d'un câble de marine, sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Et tout comme ces câbles, ces molécules, ces filaments moléculaires, peuvent se tortiller d'une façon absolument invraisemblable, prendre, comme on dit, des configurations extrêmement diverses, ce qui fait que la matière qu'ils composent peut avoir des propriétés plastiques, des propriétés élastiques, peut se présenter sous forme de fibres. Et alors vous arrivez tout de suite à une première conclusion en ce qui concerne l'importance humaine de l'étude des macromolécules,
c'est que ces substances sont à la base de tout ce qui fait en somme la grosse industrie chimique moderne, c'est-à-dire fabrication de matières plastiques, fabrication des caoutchoucs synthétiques, fabrication des fibres artificielles. Mais il y a plus, et c'est là, naturellement, où mon collègue M. Douzou et moi-même nous sommes particulièrement intéressés, c'est que l'être vivant lui-même fabrique des macromolécules. Et l'on peut dire de ce point de vue que lorsque la matière inerte s'organise pour prendre les caractères particuliers de l'être vivant, elle passe par une étape nécessaire qui est l'étape macromoléculaire. Autrement dit, une cellule vivante, par exemple, un virus, un bactériophage, n'est pas constituée uniquement par des toutes petites molécules, de l'eau, des sels minéraux, etc. Mais ce qui fait qu'elle a des fonctions qui entretiennent ce phénomène curieux et que nous ne comprenons pas très bien et que l'on appelle la vie, ce qui fait qu'elle a ces propriétés, c'est que cette matière se présente à l'état macromoléculaire. Il s'ensuit donc qu'il est d'un intérêt puissant, fondamental, d'étudier les macromolécules d'origine biologique, ou si l'on préfère, peut-être avec une expression qui est sans doute critiquable, des hauts polymères d'intérêt biologique. Ces hauts polymères, ces macromolécules, vous les trouvez dans toute cellule vivante, par exemple dans le noyau cellulaire, vous le trouvez dans les chromosomes, ce sont les acides nucléiques, vous le trouvez dans le cytoplasme, ce sont les acides ribonucléiques, dans ces petits organites minuscules de quelques centièmes de millimètres de dimension que sont les microsomes, et l'on discerne, et cela c'est le rôle du biologiste à proprement parler, tout un balai que dans ces macromolécules, de telle manière qu'elles puissent accomplir les fonctions qui sont typiques de la matière vivante. Docteur Douzou, je crois que vous pouvez compléter très intéressant l'exposé du professeur Savon, car vous êtes orfèvre en cette matière. Eh bien, les molécules géantes naturelles s'ordonnent dans les cellules selon un degré d'organisation très élevé qui n'est pas sans évoquer, par certains côtés, l'état solide. Jusqu'à présent, lorsque l'on parle de l'état solide, on parle du solide minéral et l'on associe au solide minéral des propriétés physiques et chimiques extrêmement précises. Nous connaissons notamment les solides semi-conducteurs qui sont utilisés pour leurs applications électroniques sous la forme de transistors, de diodes et qui servent en électronique industrielle. L'on sait également que ces semi-conducteurs sont doués de propriétés catalytiques de surface qui font rechercher certains d'entre eux par l'industrie. Eh bien, il apparaît aujourd'hui que les polymères synthétiques et peut-être les polymères naturels seraient doués de propriétés identiques qui leur permettraient de fonctionner comme des organes électroniques et comme des organes physico-chimiques. Les protéines et les acides nucléiques en particulier seraient des semi-conducteurs, ou du moins s'ils ne le sont pas, nous pouvons déjà espérer les étudier puisque l'industrie, la recherche industrielle aborde actuellement le problème de la transformation des polymères jusqu'ici utilisés pour leurs propriétés plastiques en polymères semi-synthétiques. Ce qui revient à dire en fait que nous sommes à une période où toutes les grandes notions tendent à se confondre et où si l'on apprend à manier l'une, on a de fortes chances de progresser dans le maniement de l'autre. Actuellement, vous savez, discerner entre un physicien, un chimiste et un biologiste, ça devient une chose absolument impossible. Notre ami M. Douzou est un spécialiste de l'électronique appliquée aux dimensions moléculaires, par exemple. Donc je crois que nous avons bien fait d'appeler cette enquête aux frontières de l'homme et de son univers, car nous sommes précisément à ce grand virage et nous avons dans le fond bien de la chance de vivre cette bien drôle époque.